Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 20 septembre. Voici les titres. Un cas de maladie d'Alzheimer est diagnostiqué toutes les 3 minutes en France. Cette maladie neurodégénérative touche généralement les plus âgés d'entre nous et bouleverse les familles lorsque les premiers symptômes surviennent. Nous avons rencontré Joël et Lydie Vendée, âgés tous les deux de 84 ans. Ils font face ensemble à cette maladie. Ce sera le dossier de cette édition à l'occasion de la Journée mondiale d'Alzheimer. Rencontre également dans ce journal avec Baptiste Pinault. Ce producteur de la Boissière de Montaigu est en pleine récolte de ses pommes. Il a choisi de suivre les principes d'une agriculture raisonnée. Sa philosophie et son parcours lui ont permis de décrocher il y a quelques jours un trophée national remis par le ministre de l'Agriculture. Et puis c'est l'une des conséquences des JO de Rio. Les inscriptions dans les clubs de boxe sont en forte progression. Elles sont liées aux bonnes performances de cet été. La boxe tricolore a ramené du Brésil 6 médailles olympiques, dont 2 en or. Elles ont suscité des vocations. Reportage à Chaland à la fin de cette édition. Mais d'abord, pour commencer ce journal, cette information, un mineur a été interpellé en Vendée pour fausse alerte attentat, un jeune de 17 ans qui participait a priori à un stage de voile. Il était déjà concerné par une décision de justice puisqu'il était suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Il est soupçonné d'être l'un des auteurs de la fausse alerte attentat de ce week-end à Paris. Dimanche, un appel téléphonique annonçant une prise d'otage dans une église de la capitale avait déclenché une intervention des forces de l'ordre. Il s'agissait en réalité d'un canular. Un autre mineur de 14 ans a également été interpellé ce mardi en Lozère. Ces 2 adolescents risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a présenté ce mardi un nouveau plan dans les prisons. Objectif, lutter contre la surpopulation carcérale. Il y a actuellement plus de 44 000 personnes détenues dans les maisons d'arrêt françaises pour moins de 32 000 places. Une densité carcérale de 140 % et qui dépasse les 200 % dans les prisons de La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte. Les 2 établissements du département sont parmi les plus surpeuplés de France. Pour le ministre de la Justice, il faut créer 10 à 16 000 cellules supplémentaires d'ici 2025. Le Grand Ouest ferait partie des régions prioritaires. Une enveloppe d'1 milliard d'euros pourrait être consacrée l'an prochain à la rénovation et la création de prisons. Les syndicats pénitentiaires ne sont pas convaincus par cette nouvelle annonce. Écoutez Laurent Bachelier, représentant FO à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, joint par téléphone. Aujourd'hui, on fait face vraiment à des politiciens qui annoncent des chiffres aux médias sans pour autant consulter les professionnels que nous sommes. Donc nous, on n'y croit pas du tout. Donc là, cette annonce, elle est faite avec 16 000 nouvelles places, dont 10 000 places de construction. Comment est-ce possible d'annoncer des chiffres comme ça sans venir sur place, partager avec des professionnels pour évaluer les besoins, chose qui n'a pas été faite. Donc voilà, d'où vient mon inquiétude, quoi. Ouvrons une page santé à présent. Ce mercredi, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Elle touche en France 900 000 personnes, un chiffre en constante augmentation. En 2020, 25 % des plus de 65 ans pourraient être touchés. La maladie d'Alzheimer est particulièrement difficile à vivre pour les malades qui perdent peu à peu la mémoire et ne peuvent plus réaliser de tâches quotidiennes. Difficile aussi pour les proches. La journée mondiale cette année est d'ailleurs tournée vers les aidants, ceux qui accompagnent au jour le jour les malades. Alix Lanos a rencontré justement Joël Vendée. Sa femme, Lydie, âgée de 84 ans, est atteinte d'Alzheimer. Après avoir longtemps hésité, il a finalement accepté de confier son épouse à une unité spécialisée. Je vous laisse. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous m'appelez si vous avez besoin. Difficile pour Joël Vendée de dire depuis combien d'années exactement Lydie, sa femme, souffre de la maladie d'Alzheimer. Pendant plusieurs années, il s'est occupé d'elle, chez eux, avant de se résoudre à la confier à un établissement spécialisé. Le vendredi 13 juin 2014, ce qui fait donc 27 mois. Vous vous en rappelez Il y a forcément une déchirure parce qu'il y a toutes ces années de vécu ensemble qui vous semblent, bon, on ira jusqu'à ce que la maladie ou la mort nous sépare. Puis il arrive ça et puis... Je pense que chacun des gens dont l'époux, le conjoint passe par là, a ce désir d'aller jusqu'au bout. Mais il vient un moment où c'est plus possible. Assieds-toi, s'il te plaît.
Comme la plupart des aidants, comme on les appelle, Joël a ressenti une grande culpabilité. Un sentiment que les familles évoquent très souvent à Rachel Vigourou, psychologue dans ce service. C'est tout le rôle des professionnels, comme les clics, l'association et autres intervenants, que de faire en sorte de les amener à réaliser que ce choix-là de devoir confier son proche, ou cette décision-là, ne va pas à l'encontre d'une promesse éventuellement faite par le passé. Il est habituel de ne plus pouvoir assumer toute la charge matérielle, mais aussi toute la charge psychologique que ça peut être que d'accompagner un proche malade. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Aujourd'hui, pour Joël, Lydie a trouvé une nouvelle famille auprès du personnel qui prend soin d'elle. Si la culpabilité ressurgit quelquefois, c'est pourtant bien le soulagement qui domine. Il est désormais plus fort pour affronter les mauvais jours, mais aussi pour savourer les meilleurs. Quand on est arrivé tout à l'heure, Lydie s'est blottie contre moi comme il y a très longtemps qu'elle n'avait pas fait. Ce sera un grand moment dans ma vie, parce que malgré tout ce qui nous sépare, il y a ça. La vie est belle malgré tout, hein. Et pour les aidants comme Joël Vendée, des structures proposent un accompagnement. C'est le cas par exemple de France Alzheimer. L'association était présente il y a quelques jours sur le marché de La Roche-sur-Yon pour mieux se faire connaître et montrer qu'elle peut être là pour soutenir les malades et leurs familles. Et je vous propose d'écouter la présidente de France Alzheimer Vendée. Nous tenons à être présents sur le marché, sur un lieu public comme le marché, pour nous rendre l'association visible du grand public, qui même s'il n'est pas concerné aujourd'hui et ne vient pas nous rejoindre sur le stand d'aujourd'hui, pourra dans sa mémoire se souvenir que nous existons et pourra essayer de nous contacter s'il a besoin ou renseigner aussi d'autres personnes de son entourage si elles se trouvent concernées. Et pour être complet sur ce dossier, sachez que le CLIC de La Roche-sur-Yon va proposer jusqu'à la fin de l'année plusieurs ateliers à destination des aidants. Une réunion d'information est organisée vendredi après-midi au centre hospitalier départemental. Parlons d'un tout autre sujet à présent, l'agriculture. Si la Vendée a passé la barre l'an passé des 400 exploitations labellisées agriculture biologique, tous les producteurs ne franchissent pas le pas. Certains préfèrent s'orienter vers une agriculture raisonnée. La philosophie est similaire, il s'agit de produire en respectant l'environnement. Mais l'utilisation de produits chimiques est autorisée si aucune autre méthode n'est efficace. L'agriculture raisonnée, c'est le choix qu'a fait Baptiste Pinault. Il est arboriculteur à la Boissière de Montaigu et il vient de recevoir des mains du ministre Stéphane Le Foll le trophée Graines d'agriculteur. Pierre Dalissieux. Avant d'aller dans son verger, Baptiste Pinault passe d'abord par son ordinateur pour vérifier les prévisions météo, mais également les données prises dans son exploitation. Pluviométrie, humidité des feuilles, autant d'éléments qui vont lui permettre de traiter, oui, mais de manière ciblée. Ça permet de bien gérer le risque maladie. Maladie et même parasitaire avec le Carpocaps. Et diminuer les produits. Et diminuer, du coup, on diminue le nombre de traitements en les plaçant beaucoup mieux. Le Carpocaps, c'est l'ennemi public numéro 1 d'un arboriculteur. Un insecte qu'il faut traiter à tout prix. Ou alors passer par d'autres méthodes plus douces, comme ce diffuseur de phéromones, implanté partout dans le verger. Le but, perdre l'insecte qui ira se reproduire ailleurs. Du coup, plus besoin de traiter pour l'éliminer. Pas de traitement, et ça a le double avantage, c'est qu'avant, les traitements qu'on faisait contre le Carpocaps avaient tendance à détruire d'autres insectes, et on se retrouve à avoir des problèmes d'araignées rouges, chose qu'on n'a plus aujourd'hui, donc on est doublement gagnant là-dessus. Chez Baptiste Pinault, des techniques pour moins traiter, il en existe d'autres, comme ce nichoir à mésanges pour réduire les insectes non désirables. Le but ici, réduire le plus possible l'usage d'intrants chimiques, sans pour autant se convertir au bio. Ça nous permet de rester dans le circuit classique, de toujours maintenir des volumes et de ne pas avoir encore ce gros passage vers le bio qui m'imposerait beaucoup de changements d'un seul coup. Je pense qu'on va dans le bon sens comme ça et ça permet à tous les producteurs de travailler dessus. C'est pas réservé que aux producteurs, j'ai envie de dire, en agriculture biologique, mais la grosse partie des producteurs aujourd'hui sont facilement capables d'utiliser ces techniques et de se faire la main, quoi. Des techniques qui coûtent moins cher aussi. Baptiste Pinault a réduit sa facture de produits de traitement. Une économie, oui, mais surtout du travail en plus sur l'exploitation.
On va passer plus de temps de façon manuelle avec du personnel. Donc il n'y a pas vraiment d'économie au sens pécunier, mais plutôt une satisfaction dans le fait qu'on fait moins de traitements et l'environnement ne s'en porte pas plus mal. Le produit est meilleur. Et le produit au final est meilleur. C'est bien l'objectif de notre arboriculteur, proposer un produit en adéquation avec la demande du client, qui aujourd'hui est de plus en plus sensible à ce type de pratique. C'est un concours de haut niveau qui s'apparente à des Jeux Olympiques. Des Olympiades des métiers sont actuellement en cours. Il s'agit de récompenser les talents professionnels des jeunes de moins de 23 ans. Les épreuves régionales de coiffure et d'esthétisme viennent de se dérouler au lycée professionnel de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Des candidats venus de tous les pays de la Loire se sont affrontés pendant toute une journée. Il y avait 3 épreuves à réaliser en coiffure, 4 en esthétisme. Les critères de notation sont assez, je dirais, diversifiés, donc aussi bien sur les compétences métiers, mais aussi sur le savoir-être, car ce sont des concours où on attend aussi bien les qualités professionnelles propres à chaque métier, mais aussi des qualités, je dirais, dans la gestion du stress, dans le respect du temps d'exécution. Donc c'est vrai que chaque jeune doit être doté de ces qualités-là pour pouvoir aller le plus loin possible dans ce concours. Et les finales nationales de ces Olympiades des métiers auront lieu au printemps prochain à Bordeaux. La flamme olympique, elle, s'est éteinte ce dimanche à Rio de Janeiro. Elle se rallumera dans 4 ans au Japon pour les Jeux JO d'été de Tokyo. Des Jeux olympiques qui, cette année, ont mis en lumière un sport, la boxe. Les Français ont remporté 6 médailles, dont 2 en or, du jamais vu pour la boxe tricolore. Résultat, le nombre d'inscriptions dans les clubs est en forte hausse. En Vendée, le ring chalandais, par exemple, n'avait pas connu une telle affluence depuis sa création en 1984. La boxe attire, y compris les filles. Reportage, Cyril Guillet. Tony Yoka est champion olympique. Tony Yoka est le premier Français à décrocher le titre. Avec 6 podiums et 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Rio, la délégation française de boxe anglaise a créé un véritable engouement autour de ce sport. Tous les clubs de l'Hexagone ont vu leur nombre d'adhérents monter en flèche et le ring chalandais n'y échappe pas. On est à 25-30% d'augmentation. Ça se partage entre, je dirais, il y a peut-être un peu plus sur les 30%, il y a 18% de plus de femmes. Les mamans ont vu que les femmes pouvaient être championnes du monde et être des femmes très féminines, qui font aussi Sciences Po, parce qu'on l'a souvent dit, mais il faut le répéter. Et donc ça aussi, ça a beaucoup joué sur l'impact sur les mamans. Avec cette médaille d'or, la première décrochée par une boxeuse française, Estelle Mosley rentre dans l'histoire de ce sport. Un titre qui fait du bien à l'image de cette discipline et qui par la même occasion ouvre des horizons nouveaux dans les clubs. On est fiers aussi justement de présenter de la boxe féminine. C'est vrai qu'à Chaland, on n'en a pas eu beaucoup. Cette année, ça démarre bien, donc tant mieux. Lors de ces Jeux Olympiques, les Français ont montré la voie aux plus jeunes en portant les valeurs de ce sport au plus haut. Solidarité, fraternité, c'est un sport d'intégration, d'assimilation, on peut prendre les termes que l'on veut. En tous les cas, ce sport a sauvé beaucoup de jeunes. C'est un sport qui te fait éviter les problèmes, ça t'évite de se lancer vers la drogue ou quoi que ce soit. C'est un sport qui te... je sais pas comment dire, c'est un sport qui te retient de tout. Aujourd'hui, le club compte une centaine d'adhérents et ne va pas tarder à refuser des inscriptions si la demande reste aussi forte. Parmi ces licenciés, on trouve déjà quelques graines de champions à l'image d'Ibrahim Gezumov, qui a déjà à son actif 2 combats professionnels et 2 victoires en poche. Il se prépare actuellement à disputer la finale du Critérium Espoir qui se déroulera le 5 novembre à Ajaccio. Des débats, de la botanique, de l'artisanat d'art, des concerts, Village en Fête, c'est un peu tout ça. Cet événement est organisé chaque année par l'association La Clé des Champs dans la commune de Rive-de-Lyon. Cela fait 10 ans maintenant que cette fête a été lancée. L'édition 2016 vient d'avoir lieu. Elle a attiré une nouvelle fois dans le village de la Clopinière près de 3000 personnes, intéressées notamment par les questions d'environnement ou d'éducation. Grégoire de Châtillon. Comme chaque année à la même époque, la Clopinière accueille ses visiteurs pour Village en Fête. L'événement organisé par l'association La Clé des Champs rassemble jusqu'à 3000 personnes. L'esprit, c'est écolo, populo, musico, poil au dos. En résumant autrement, c'est sensibiliser et attirer les gens sur des valeurs écologiques et sociales par le biais du festif. Scène ouverte, braderie, artisanat, débat, salon du livre, parcours botanique et patrimoine, sans parler des associations présentes, l'occasion
de faire vivre le temps d'une journée ce petit village de la commune de Saint-Florent-des-Bois. Certaines personnes pensaient que notre village n'était qu'un tas de pierres. Et on s'est dit, avec Maison Paysanne de France, entre autres, on a dit faisons-le découvrir et puis montrons ce village. Une architecture de village en pierre sèche, une multitude de déambulations possibles. On passe par le bric-à-brac où chacun fixe son prix pour se retrouver un peu plus loin face aux sculpteurs à qui un défi a été lancé. On nous met un tas de ferraille, entre guillemets, et puis c'est à nous de créer quelque chose au bout de la journée. Donc là, on a créé aujourd'hui ce petit personnage là, qui est juste à côté de moi. Là, et l'année dernière, on avait créé le personnage qui est à côté. J'essaie de conserver l'outil avec sa forme originelle, de manière à qu'elle trouve sa place sur la sculpture. Un village qui, dimanche, était propice à la curiosité et à la balade. C'est sympa, il y a de l'artisanat, il y a des démonstrations, il y a du bio, ouais, c'est sympa. Cette 11e édition de Village en Fête s'est achevée avec les artistes de la scène ouverte jusqu'à minuit. Avant de se quitter, un mot de la météo de ce mercredi. Après de belles éclaircies dans la matinée, le ciel va se couvrir dans le courant de la journée. Les températures vont grimper un petit peu, les maximales seront comprises entre 20 et 24 degrés. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure pour un nouveau journal.